Ça, c'est les conséquences socio-économiques. Maintenant, les conséquences sociopolitiques, parce qu'il y a toujours des retombées politiques de ce que je suis en train de dire. C'est l'époque du pouvoir parricide. Parce que le pouvoir, il s'est constitué en Algérie en se légitimant de ses ancêtres, de ceux qui étaient chouhada d'abord, mais aussi les anciens, les pères, les ancêtres. Hein. À un moment donné, les ancêtres, non seulement ils ne sont plus crédibles, mais ils sont idéologiquement néfastes. Il faudrait les rééduquer. Et c'est pour ça que les conséquences sociopolitiques me paraissent assez énormes ici. Quand je formule la chose de la manière suivante, alors que le pouvoir fut l'émanation d'une certaine volonté générale, il fabrique à son tour une société à son image. Et il va assumer la fonction parentale. C'est-à-dire que le Moudjahid d'antan, il était le fils du peuple. C'est le peuple qui était en quelque sorte la raison éminente, il se réclamait du peuple. Le peuple avait presque une figure de parent. Là, il va réinventer un autre peuple. Modro, Sarto, Badr, il va le refabriquer à son image. Donc il est considéré comme idéologiquement non viable, et il va assumer, lui, le pouvoir va assumer la fonction de père. Hein. C'est lui qui va devenir le père du peuple. La société civile devient image d'Épinal. Elle est refondue, refaçonnée, assujettie aux politiques. Elle est société politique, et non pas société civile. Elle est société politique parce que régie par des mécanismes intégratifs formels et informels, syndicats, partis, organisations de masse, système éducatif, etc. Ce clientélisme, qui se développe sur un principe de non-contradiction, permet de maintenir la formation sociale de manière segmentée, compartimentée, d'où des régulations corporatistes entretenues par le pouvoir. C'est l'oligarchie. C'est-à-dire que le pouvoir, il a affaire à des organisations qui sont censées être sous la coupe du pouvoir syndical, mais en même temps, ils sont segmentés. Donc, il y a l'union des femmes, la jeunesse, l'union des travailleurs. Après tout, il y a des travailleurs qui sont des femmes. Non, c'est d'abord en tant que femme, pas en tant que travailleur. Ouais. Donc il y a une segmentation. Il n'y a pas de transversalité. Et puis, ça continue comme ça avec le mouvement des Moudjahidines, etc. Nous avons affaire à des corps constitués qui sont segmentés. Parce que si ces corps pouvaient devenir, comment dirais-je, s'il y avait une certaine transparence ou une certaine fluence entre elles, elles constituaient la société civile ès-qualité, c'est-à-dire une seule entité, quelles que soient les fonctions, mais une seule, ayant une conscience globale et plus ou moins unifiée de sa condition, à ce moment-là, elle devient dangereuse. Elle devient un antagonisme sérieux contre le pouvoir. Le pouvoir avait besoin d'organisations comme ça, segmentaires, hein, les jeunes, les femmes, les vieux, etc., etc. Alors on passe à l'État patron, on passe de l'État prébendier à l'État patron. Alors qu'est-ce que c'est l'État patron? Ben, pour la première fois, l'État va décider de faire d'économie. Ah, ça y est, c'est l'époque Chedli. Chedli, c'est l'État patron. D'abord, il n'était pas tellement favorable à la révolution agraire, aux révolutions socialistes. Au Khater, toutes les révolutions, ce n'était pas son domaine. Puis de toute façon, il n'était pas du tout intéressé par le pouvoir. On l'a mis parce qu'on avait besoin d'un militaire, le plus gradé, le plus ancien parmi les plus gradés. Ben là, comme ça, les vaches seront bien gardées. Alors, le projet économique
qui va se mettre en place à partir des années 80, c'est-à-dire le pouvoir du Chadha a pris en 78, 79, en décembre, enfin c'était 79 plutôt. Hein. On assiste à des situations nouvelles. En ce qui concerne le projet économique, d'abord, la manne pétrolière, elle s'est tarie. Le prix du pétrole commence à être à aller vers le bas. La dette extérieure, elle commence à devenir pesante. Le nouveau pouvoir veut rétablir le calcul économique, il veut mettre de l'ordre. Et pour ça, il va restructurer les entreprises, les sociétés nationales. Restructuration des entreprises. Évidemment, dans la restructuration des entreprises, il va freiner le pouvoir des organisations de masse, le pouvoir syndical, Barakat, et il va responsabiliser les différentes représentations techniques, enfin ceux qui représentent les sociétés nationales sur le plan technique, les directeurs, les PDG, tout le staff technique, des gens qui avaient des diplômes à faire valoir et qui faisaient marcher la boîte. Or, les boîtes ne marchaient pas très bien, il faut dire, un problème de la fiabilité économique de ces boîtes. Le ministère du Plan va être transformé en ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire. Donc le plan va sortir du cadre où il était, c'est-à-dire de la présidence, pour être un ministère indépendant, mais il ne s'agit pas seulement de planifier, il s'agit de localiser. Donc l'aménagement du territoire, ce qui était une bonne chose. Ce qui était une bonne chose parce que lorsque vous faites une projection économique, vous pouvez maîtriser un peu le volant de la localisation. Où est-ce qu'on doit mettre le paquet, ici ou là, en fonction des vocations et des spécificités régionales. Malheureusement, ça n'a pas été jusqu'au bout, tout ça. On va reviser les chartes syndicales. On va les reviser. On va procéder à la libéralisation. Barkanam socialisme, hein? On va libéraliser sous contrôle de l'État, mais maintenant qu'on va libéraliser et que le secteur privé il va enfin avoir le droit au chapitre, il n'aura plus honte d'être privé, il va devenir la poule aux œufs d'or. On va essayer de tirer du privé ce qu'on n'arrivait pas à tirer du public, c'est-à-dire les redevances fiscales. Donc on compte sur le privé pour rétablir l'équilibre financier. Et je me souviens, au milieu des années 80, des grossistes oranais, des grossistes. قال كون غيولي لنا بومدين كان بومدين هضر على السوسياليزم بصح كان مخلينا ترانكيل هذا راه هضر على زعما il veut réhabiliter le secteur privé بصح راهم غير لي redressements هذا مور هذا. Ils étaient embêtés par les redressements, que les contrôleurs fiscaux venaient parce qu'il y avait le problème des facturations, qui étaient des trafics de facturation, des déclarations fausses sur ce qui était acheté par rapport, pour qu'ils puissent transférer une partie des devises. Enfin, problème qui a toujours existé, qui n'a pas cessé d'exister. Donc, il y a eu libéralisation, mais il y avait un contrôle beaucoup plus strict par Chadli sur les dérives privatives. Alors, ça, c'est en ce qui concerne le projet économique. En ce qui concerne la pratique politique, elle est en contradiction avec le projet économique. Alors, il s'agit de déloger la technocratie et donner du pouvoir à l'instance du parti. Les commissions techniques au sein du FLN vont doubler. C'est-à-dire on a créé des commissions techniques au sein du FLN. Avant, le FLN n'avait aucun pouvoir.
Le parti du FLN n'avait aucun pouvoir. C'était des gens quasiment analphabètes. Là, on va créer une commission. D'ailleurs, ça a été fait avec la complicité d'un ancien ministre du temps de Boumediene, Abdeslam. Il y a donc la commission économique, la commission économique, la commission pour l'agriculture, la commission pour l'éducation. Donc il y a des commissions sectorielles, mais sous l'égide du parti. Donc le parti maintenant, il a un moyen de contrôle. Il a à sa disposition une intelligentsia des forces qui permettent de lui donner les moyens de contrôler effectivement. Et cette revalorisation du pouvoir du FLN qui va entrer directement dans le contrôle de l'action économique est en contradiction avec la velléité de libéraliser, c'est-à-dire le projet économique lui-même. Donc il y a une contradiction entre les deux. On va essayer de mettre des hauts fonctionnaires et des ministres compétents pour s'occuper de tout ça. Alors la conséquence de cette contradiction entre le projet économique de libéralisation et la pratique politique de donner au FLN tous les pouvoirs et de le mettre au cœur même du contrôle du système économique environ, va créer une sorte de pratique sociale hybride. Alors, cette conséquence de la pratique hybride, alors, parallèlement à la rationalisation de la production, on accroît les transferts sociaux, mais de manière plus sélective. Ce qu'on appelle les transferts sociaux, c'est la redistribution. On redistribue. Sauf que là, on va changer, non pas la logique de la redistribution elle-même, elle va continuer, mais elle va se faire sur quelques-uns. Le gâteau va être partagé par un petit nombre. Hein. Par exemple, au niveau de l'usine, va primer le calcul économique. Mais le calcul économique contre les ouvriers et contre les chefs d'entreprise. Alors les ouvriers n'ont plus le pouvoir qu'ils avaient avant. Aya barakat, al-khadma droit. Au niveau de la terre, on va réclamer des comptes aux paysans. Maintenant, on va essayer de mettre de l'ordre dans tout ça. Donc il y a des restrictions qui sont en train de se faire, des réformes qui vont toucher à la... Au niveau des couches privilégiées, on renforce les privilèges, parce que là il y a un rapport politique, un rapport de force. Par exemple, au niveau des anciens moudjahidines, mais là, on va hiérarchiser. Le gâteau, il va être un peu plus petit. Alors, on va redistribuer en fonction des mérites. Par exemple, le Moujahid, du Kafoujish, il est au premier degré du mérite. Après, il y a le Fidaïn, les gars de Hayin, ou là, les ayants droit, ou Aldihum. Et après, il y a une hiérarchie des mérites. Avant, on était tous moudjahidines au même plan. Maintenant, il y a des hiérarchies et des grades. Au niveau des rétributions, au niveau des pensions, mais au niveau des licences. Il y a ceux qui peuvent avoir des licences importantes, ils peuvent demander une usine, d'autres qui peuvent demander un taxi, d'autres qui peuvent demander ceci, d'autres qui peuvent demander un prêt. Donc, il y avait en quelque sorte le système des subsides qui était, qui était consacré aux moudjahidines et à leurs ayants droit, va être hiérarchisé en fonction des mérites. Mais cela aussi va se faire en direction des universitaires, des prix et des diplômes. C'est l'époque où on distribue des diplômes et des comment on appelle ça, et des signes honorifiques. Je me souviens, on a été à un moment donné convoqué en toute l'Algérie, hein, mais chaque université à tour de rôle, à l'époque Chedli, on nous convoquait dans une
dans un grand amphithéâtre. Tous les professeurs qui avaient le grade de professeur étaient convoqués et on a distribué des robes. Alors, donc il fallait qu'on mette ces robes quand on va enseigner. Donc on était dans une logique de la distinction, la distinction entre les moudjahidines, la distinction entre les universitaires, la distinction entre ceci et cela. Donc on était dans une logique de distinction. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, la période chadée est une période en fait qui comporte deux sous-périodes. La première sous-période, c'est celle que je viens d'indiquer. La deuxième sous-période, c'est celle que j'appelle l'état arbitre. Tout à l'heure, c'était l'état patron. Maintenant, c'est l'état arbitre. C'est lui qui va siffler la partie quand elle doit se terminer ou reprendre. Et ça, c'est la période qui va de 84 à 88, l'état arbitre. On assiste donc à une désocialisation lente. Autrement dit, les virtualités révolutionnaires du mode de socialisation par l'amalgame qui précède sont mises en cause par les forces sociales diverses. Par exemple, la représentation politique du corps social se fait par le détour du culturel. Face au canon du parti unique, il va y avoir des espèces de distinctions qui vont se faire de manière plus ou moins informelle. On assiste à l'émergence d'intégristes, des frères musulmans, on appelle les fondamentalistes, ou les réformistes, enfin plusieurs termes. Mais il y a ici une résurrection des formations religieuses qui occupent le terrain. On n'est pas arrivé à l'époque du Fils, hein. On est là en 84, encore une fois. Hein. Ils occupent le terrain fragile pour le pouvoir hérité de Boumediene. Boumediene avait manipulé les réformistes, il jouait le jeu des réformistes musulmans, etc. Surtout à propos de la Laura, problème d'arabisation. Il a toujours joué sur l'amalgame, mais Chadli n'avait pas cette capacité à le faire. Et l'État va contrecarrer prudemment cette force en train de monter. Il va contrecarrer cette force. Il y avait dans les mosquées des discours qui se faisaient le vendredi. Il y avait même des universitaires arabisants qui faisaient des discours. Et puis on entendait هذاك فلان عملوا على الخطاب والله لا جابها على الكيف بس هذاك نتاع الكارتيه الحومه الفلانيه هذاك خير منه. Il y avait quel est celui qui avait le meilleur discours. Il y avait tout un concours Lépine sur le meilleur orateur religieux à l'époque où les gens qui étaient devenus des imams et d'ailleurs très souvent se recrutaient dans les universités, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui étaient arabisés et qui connaissaient bien la langue arabe, etc. Donc ça commençait un peu à... Alors l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État ne peut pas aller contre ces gens-là, puisque là, il parle le langage de Dieu, on ne va pas s'attaquer aux gens qui parlent de Dieu, mais il faisait de la surenchère, de la subversion, en utilisant évidemment le discours religieux, difficilement attaquable. Si vous faites un discours politique, on peut vous attaquer, on peut vous mettre en prison. Mais si vous préconisez Dieu, si vous parlez la langue de Dieu, qui est-ce qui va vous mettre en prison? Vous allez mettre en prison Dieu, c'est pas possible. Mais c'était une stratégie intéressante à l'époque pour ceux qui ont utilisé ce créneau. Alors l'État, qu'est-ce qu'il va faire? L'État de Chadli, il va décider de mettre de construire des mosquées partout en Algérie. Partout en Algérie. Maintenant, voilà, l'État, il n'est pas en retard. Hein, au contraire, la mosquée de Constantine, les instituts islamiques, partout, etc., pour former des aïmmas, etc. On n'a jamais eu autant de chantiers sur les mosquées, puis ça a coûté une fortune, il faut voir.
mosquées absolument faramineuses. La mosquée d'Oran, la mosquée d'Alger, la mosquée de Constantine. Il y a surtout la mosquée de Constantine qui a fait couler beaucoup d'encre. Autrement dit, l'État va faire de la surenchère. On était dans la surenchère, hein, vis-à-vis de cette force qui était en train de monter. On est loin du Fils, hein, on n'est pas encore arrivé à la... Alors ça, c'est côté intégriste. Côté mouvement informel, il y a des mouvements informels de grève qui ne sont pas contrôlés. L'État il va brandir des menaces contre ces mouvements informels. Par exemple, les mouvements informels, c'est des gens qui ne sont pas des ouvriers, hein, parce que généralement, les revendications, c'est des revendications ouvrières, hein, comme en France avec les Gilets jaunes. Là, ce sont des gens qui sont en dehors du cadre ouvrier. C'est les habitants de la Casbah, on était en train de faire des projets pour essayer de récupérer des maisons pour je ne sais quelle réhabilitation, et puis des gens qui vont se retrouver dehors. Et il y a aussi les conducteurs à la RATP qui commençaient à demander des comptes. Et il y avait des contestations populaires qui étaient en train de se faire et qui sont... il y a eu des mouvements de la Casbah. Hein. Les mouvements de la Casbah, ils sont allés frapper à la porte du Wali à l'époque pour lui dire etc., etc. Donc il y avait l'émeute du pain. Ça s'est passé aussi à Tunis à la même époque, en 85, à Tunis, l'émeute du pain. À Casablanca, il y avait une marche sur Casablanca par le peuple qui voulait les sous-prolétaires. Il y avait un mouvement de contestation populaire qui était quasiment à travers tout le Maghreb. Hein. D'ailleurs, j'avais assisté en 86 à un colloque à Agadir, en Maroc, sur la résurrection urbaine, sur la ville qui va se réveiller, qui se réveille. Il y avait également des mouvements laïques jeunes se réfugiant dans le folklore profane. La révolution du rail, la musique pop, la musique rail. ما فيها لا دين ولا سلطة ولا غير. On en est droit au but. C'est-à-dire qu'on réhabilite les chants populaires qui sont, on parle du sexe, de la beauté de la femme, etc., ce qui était la yajouz à l'époque, malgré qu'on n'était pas sous une domination formelle des mouvements religieux, mais il y avait ce mouvement laïque, ce mouvement séculier des jeunes à travers la chanson raï qui a fait explosion un peu partout, à Oran d'abord, et puis ensuite à Bel Abbès, à Mascara, et puis ensuite ça s'étend, y compris en Algérie, mais maintenant le rail, il est même très puissant, même au Maroc. Et à l'époque, un certain nombre de jeunes intellectuels, de universitaires, ont expliqué que ce rail, c'est pas seulement chanter la femme et chanter l'amour et chanter le vin, mais c'est chanter quelque chose qui casse toute l'hypocrisie bourgeoise qui est en train de faire écran, etc. C'était pour lutter un peu contre l'état d'esprit un peu, disons, qui sentait la naphtalite, comme on dit, au niveau de la société bourgeoise algérienne. Et appeler un chat, voilà. Donc c'était à la fois contre les religieux, mais aussi contre le pouvoir, et on entendait aussi exprimer une revendication de ras-le-bol social par la chanson provocatrice. Voilà, par la provocation. Et pour la première fois qu'on voit apparaître cette éruption du laïque, si j'ose dire. Et puis, il y a l'irruption des minorités ethnoculturelles qui réapparaissent. Il y avait le printemps berbère de 80, ce qui s'est passé à Kabylie. Il y a eu des centaines de morts. Et d'ailleurs, à la suite de ce qui s'est passé au printemps berbère de 1980, le gouvernement Chadli a décidé de créer un institut national de culture populaire pour dire, voilà, on n'est pas contre. Mais au lieu de la créer à Tizi Ouzou, là où le feu a pris, ils l'ont créé à Tlemcen. Tlemcen, c'était une ville tranquille. L'institut.
côté. Et ils ont désigné comme directeur c'est Abdelhamid Hadjiat, qui est toujours en vie, je le salue, qui a été en fait choisi comme directeur de cet institut. Et d'ailleurs, beaucoup de gens ont été formés à cet institut, parmi eux Mohamed Saïdi, etc., qui est maintenant un grand anthropologue devant l'éternel à l'université. Enfin bref. Voilà. Alors, c'était une stratégie politique, c'est-à-dire on va sévir d'une main et lâcher d'une autre, puisqu'on va créer un institut des cultures populaires. Non, on n'est pas contre le populaire, à la suite de ce qui s'est passé à Tizi Ouzou. Voilà, le populaire, mais le populaire, Tizi Ouzou, la Kabylie n'a pas à se revendiquer du populaire. Et il y a d'autres régions que Tizi Ouzou qui peuvent se revendiquer de l'expression populaire. Bon. Alors, la deuxième stratégie de lutte de l'État de Chaddi, ça a été vis-à-vis de la question de la controverse sur les langues, la question de l'arabisation. Arabisation, berbérisation, arabisation, francisation. À l'époque de Boumediene, il a joué sur les deux tableaux. Il a protégé la francophonie quand elle voulait dire efficacité fonctionnelle, c'est-à-dire au niveau des cadres, etc., ceux qui s'occupaient des responsabilités au sein de l'État. On va faire pas à pas bourger les lignes. Il n'est pas question d'écrire des circulaires en arabe. Hein, on continue à fonctionner dans la francophonie. Il était suffisamment intelligent pour savoir où mettre les limites. Maintenant, vis-à-vis de tout ce qui est culturel, tout ce qui est organisation de masse et tout ce qui est enseignement, l'arabisation. Et même dans l'arabisation, il y avait une hypocrisie. On arabise ce qui est arabisable, même s'il y a des échecs. On évalue le bilan, si c'est la culture, si c'est les sciences humaines, si c'est la littérature, mais pour ce qui est des sciences, اللي نحتاجوها, médecine, physique, pharmacie, alors tout ce qui relève des sciences dures, non, touche pas là. ما كاش مصطلحات, il n'y a pas la terminologie مازال ما جاتش. Mais هذوك ما عليكش. Ils ont créé أهل المنديل وأهل الخنديل, ce qui est une catastrophe, une hypocrisie absolument irrécupérable. Aujourd'hui, tous les spécialistes savent qu'il est beaucoup plus difficile d'arabiser les sciences humaines que d'arabiser les sciences physiques. Pourquoi ? Parce que l'arabisation des sciences physiques, c'est un problème de terminologie, c'est un problème technique. Il suffit d'avoir des gens très compétents en linguistique. Parce que tous les radicaux scientifiques, pas seulement en biologie médicale, ce sont des radicaux grecs. Et d'ailleurs, on n'a même pas besoin de les bouger. Même les Japonais les utilisent, les Chinois les utilisent. C'est une disposition internationale. Mais sur d'autres secteurs que le domaine du biomédical, on peut très bien arabiser un certain nombre de choses, mais à condition de le faire de manière consensuelle. Parce qu'il ne s'agit pas de créer une terminologie uniquement pour l'Algérie. Il faut que le même terme qui est utilisé en Algérie soit utilisé au Maroc, en Tunisie, en Libye, en Égypte, en Syrie, en Irak, etc., etc. Il faut qu'il y ait une académie arabe des sciences et qui s'attaque à ces problèmes de terminologie, mustalahat. Et ça peut se faire, il suffit d'avoir la volonté ou le nif. Pourquoi pas ? Israël l'a fait en ce qui concerne ces disciplines scientifiques pour sa langue. Mais de là dire que les sciences humaines, on les arabise, alors que la terminologie n'était pas prête, je regrette infiniment. Toute l'expérience qui est la mienne, et je ne suis pas le seul, montre que le compte n'y est pas. Il y avait une déformation, une démolition de la capacité scientifique et de la propension à faire science dans ces domaines. Et chaque fois, je découvre. La dernière fois, je faisais allusion à des erreurs terminologiques. Par exemple, quand je parlais de patrimonialisme, je disais, un certain nombre de collègues traduisent ça par l'abawiya, alors que ça veut dire le paternalisme. Le patrimonialisme, c'est Toratiya ou Toratawiya. De même, l'organicisme,
c'est al-Udwawiya. Bon, ce sont des termes qui n'existent pas dans le champ linguistique arabe, mais on peut très bien les créer, on peut créer un qamus, avec un mode d'emploi. Voilà ce que ça signifie, pour permettre pour permettre aux gens d'utiliser une terminologie avec le sens qui va avec. Parce que si c'est que pour faire de la terminologie, ce travail n'a jamais été fait. Nous avons plusieurs fois revendiqué de créer des commissions, de créer des académies, de nous mettre d'accord avec les pays voisins pour essayer de créer cette commission. Il y a eu un atlas qui a été proposé par Salah, j'ai oublié son nom, Hassalah, un grand linguiste qui est mort de sa belle mort, le pauvre malheureux. Il voulait créer un atlas linguistique arabe. On s'en foutait. Ce qu'on voulait, c'est arabiser ou aller là, quels que soient les moyens. Et on a vu les résultats aujourd'hui, c'est une catastrophe. Une catastrophe. Hein. Voilà. Et c'est plus difficile d'arabiser des concepts en sciences humaines que d'arabiser des concepts en sciences physiques. Parce que les concepts en sciences physiques, c'est un problème, c'est un domaine technique. Il suffit de trouver l'équivalent sémantique. Mais dans le domaine des sciences humaines, il faut connaître l'histoire de la pensée. À partir de quoi, d'où on est parti pour en arriver à ça. Il y a une histoire derrière, beaucoup plus complexe. Alors, l'arabisation est devenue un enjeu de lutte entre Al-Mendil et Al-Qandil. Les strates concernées par la francophonie, à propos de la controverse sur l'arabisation de la francophonie, c'est la technobureaucratie, l'armée. Une partie de l'armée, elle est francophone. L'armée de métier. Il y en a même qui parlent le russe. Moi, je les ai vus parler russe, ils parlent mieux le russe que l'arabe. Ceux qui ont été formés à Moscou, dans l'académie de Moscou. C'est la bourgeoisie urbaine, élitiste. C'est la sphère intellectuelle de gauche. Tandis que l'arabisation, fondamentaliste ou pas, elle fonctionne sur non pas l'intégration nationale, mais sur une réalité de lutte des places. Pas de la lutte des classes, la lutte des places. Parce qu'à l'époque de Boumediene, ceux qui occupaient des responsabilités dans la sphère de l'État, dans les sociétés nationales, dans les différentes strates de l'administration, ils étaient francophones. Boumediene était malin, il savait que ces gens-là étaient plus efficaces, parce que l'efficacité s'appelait Marianne. Et il jouait évidemment sur les deux tableaux. Mais avec Chadli, les arabisateurs, ils voulaient en quelque sorte prendre leur revanche. Moi, j'ai connu des collègues qui, pendant la Révolution, ils étaient en Syrie, en Tunisie, au Maroc, en Égypte, et pendant ce temps-là, ils ont fait des études de théologie. Théologie. Muta'arribin, en théologie. Et quand ils sont venus, ils ont occupé des postes. Et avec Chadli, ils ont revendiqué de prendre des responsabilités au plus haut niveau. Au plus haut niveau. On a vu ce que ça a donné avec l'arabisation de l'université. Alors, ils faisaient une politique de peuplement. Je me souviens quand on a créé les sciences humaines à Oran, il y avait une section francophone et une section arabophone au départ. Dans l'examen en juin, il y avait 30% qui avaient l'examen à la session de juin, 70% repassaient l'examen en septembre. Sur les 70%, il y avait, disons, 40% qui l'avaient. Et il restait 30% qui repassaient. Quand ziar. Nos collègues arabisants, quand ils foutent 95%, ils foutent en juin. J'ai un barque b'hmark. Ils faisaient une politique de peuplement. Voilà comment que l'arabisation s'est faite dans une université. Je regrette de le dire. Et le jour où j'ai été convoqué par monsieur le ministre
Abou Bakr Belkhaïd, bon, lui, il ne connaissait pas le problème parce qu'il a été ministre de l'Habitat avant d'être nommé ministre de l'Enseignement supérieur. On se demande pourquoi on l'a nommé ministre de l'Enseignement supérieur. Enfin, c'est comme ça. Il m'a appelé, enfin, il a consulté à Kerman, je crois, pour la biologie médicale. Il avait consulté Mahiou pour le droit et il m'a consulté à moi pour les sciences humaines parce que j'étais docteur d'État. J'étais le premier docteur d'État en sciences humaines en Algérie. Et il m'a demandé, il m'a dit, qu'est-ce que vous pensez de l'arabisation? Monsieur le ministre, est-ce que je dois vous répondre en tant que personne ou en tant que ministre? قال لي كيما حبيت. اهدر. الله يرحمه. Voilà, moi, bon, évidemment, nous sommes un peuple arabe, nous revendiquons notre culture, notre langue, etc. Mais le problème, c'est est-ce qu'on a mis les moyens pour ça, etc. Donc moi, ce que je constate, c'est que l'arabisation qui a été préconisée, elle représente les catégories les plus pauvres du pays. Ce sont les laissés pour compte. Alors que la langue française qui a été maintenue, elle est incarnée par les enfants de l'élite. Voilà le résultat des courses. Je pensais la même chose que vous, mais je voulais avoir l'avis de quelqu'un du métier, du milieu. Voilà la réalité de l'arabisation. Donc, Chadli avait-il la possibilité de gérer ce problème? C'était quasiment impossible. Il y a eu des débordements de toutes parts. Et en définitive, il y a eu trop de casse au niveau de l'autonomie des entreprises, parce que Chadli a voulu, en quelque sorte, en voulant jouer l'arbitre, il voulait se mettre en position d'extériorité, c'est-à-dire, je donne raison au peuple, d'où que la voix du peuple vienne, et il a commencé, par exemple, à devenir de plus en plus sévère. Vous avez des directeurs de banque, des acteurs d'entreprise, en leur disant, oui, vous devez prendre vos responsabilités, le peuple vous attend, etc. Il a essayé de jouer un peu la démagogie pour, en quelque sorte, se mettre dans une position d'extériorité. De même, en ce qui concerne la question de l'arabisation, Anakhateni, mettez-vous d'accord entre vous. Alors, il n'a jamais pris de position ferme sur ces débats culturels et ces débats linguistiques, en se mettant toujours en position d'extériorité vis-à-vis des antagonismes qui sont devenus des antagonismes qui opposent les éléments de la société civile, binatum. Or, cette politique de mise en retrait des véritables conflits qui ont été sécrétés par le pouvoir, là où Chadli semblait dire que ça c'est entre vous, débrouillez-vous entre vous, ça a donné ce que ça a donné, ça a permis, si vous voulez, au désaveu du pouvoir de l'époque, et ça a été l'histoire de nos gilets jaunes à nous, celle du 5 octobre 88, qui ont été matées dans le sang, parce qu'il y a eu quand même 600 morts, hein, à la suite de quoi on a été vers la création dans des conditions que l'on connaît. Hein. Bref, je ne veux pas aller au-delà de cet épisode, puisque tout ce qui va suivre, c'est-à-dire en gros l'épisode les années de Brest du fils et des violences qui se sont mêlées, tout le monde les connaît. Ensuite, l'avènement du pouvoir de Chadli, nous en connaissons les tenants et aboutissants. Maintenant, il va falloir un peu de temps pour pouvoir avoir le recul nécessaire pour savoir ce que ce Hirak va apporter. Est-ce que vraiment nous allons déplacer le critère de légitimité qui est représenté par le sigle A? Est-ce qu'il y a une nouvelle légitimité qui va
se mettre en place, ou est-ce que c'est toujours le même principe de légitimité qui continue à fonctionner avec des modes de socialisation ou d'intelligibilité différents? Souvenez-vous du triangle, hein, A1, A2, A3. Est-ce que c'est toujours le principe de légitimité révolutionnaire qui est même s'il n'est pas déclaré officiellement, mais qui est à l'œuvre, avec le pouvoir qui s'est mis en place dans le contexte actuel, ou est-ce qu'on est en phase du passage d'une légitimité à une autre, parce que les ruptures de légitimité sont toujours des ruptures violentes. C'est ce qu'on appelle des ruptures révolutionnaires. Est-ce que l'Algérie est à un stade révolutionnaire où on voit d'être en situation révolutionnaire, c'est-à-dire passage d'un mode de légitimité à une légitimité contractuelle, où enfin émerge la notion de société civile? Je ne peux pas répondre à cette question parce que nous sommes en quelque sorte dans l'histoire immédiate, et l'histoire immédiate, elle ne peut être décryptée que par le journaliste, mais en ce qui concerne la problématique anthropologique que j'ai essayé d'entreprendre ici, il faut du recul. Il nous faut du recul, et j'espère être à la mesure de la tâche au moment où il va falloir décrypter ce qui peut advenir dans notre pays dans les années à venir. En définitive, l'État indépendant a créé un socialisme par décret avec Ben Bella puis Boumediene, puis ensuite un libéralisme par décret avec Chedli et par titulaire intermédiaire par Bouteflika. Et pour l'instant, on n'a pas encore connu une situation structurelle où le libéralisme, il se fonde sur la société civile ès-qualité. Est-ce que la société civile peut naître de ses cendres? Question importante, et je pense que le temps qui nous reste, le temps qui va venir, la période qui va venir après la période post-Hirak, si j'ose m'exprimer ainsi, va nous permettre de savoir si nous sommes en phase de passer d'un mode de légitimité à un autre. Pour l'instant, nous sommes toujours dans la phase d'un libéralisme par décret, sous des modalités différentes, certes, mais on n'est pas arrivé aux roches profondes du système stratigraphique de la société algérienne. Je vous remercie.